Premier jour en Turquie et premier jour à Istanbul. Alors on est arrivé hier soir, on a déjà commencé à visiter un tout petit peu la ville de nuit. On est dans un quartier qui est très festif. En tout cas, faut pas être gêné par le monde parce que c'est ultra blindé. Ceci dit, c'est quand même vraiment magnifique. C'est que le début du séjour, on a 2 semaines devant nous et on vous emmène avec nous. Notre voyage s'articulera autour de 3 grands chapitres. Le premier, c'est l'incontournable Istanbul. Le deuxième, c'est la Cappadoce et ses fameuses montgolfières. Et le dernier, c'est la côte méditerranéenne turque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est allé de surprise en surprise. Vous êtes prêts ? Ce qui frappe à Istanbul, c'est sa géographie. C'est immense. La ville est carrément répartie sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. Ce qui lui assure une culture absolument unique au monde. Si vous ne deviez vous rendre qu'à un seul endroit, c'est au Sultanahmet, cœur de ce qu'on appelait Constantinople. On retrouve ici une concentration de monuments historiques complètement folle, et notamment le palais de Topkapi, Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue. C'est évidemment par là que notre aventure débute en ce dimanche matin grisailleux. Après avoir vu la file d'attente lunaire pour entrer à Sainte-Sophie, on démarre par la Mosquée Bleue. Elle est la plus grande mosquée de tout Istanbul, et la compétition est rude, parce qu'il y en a plus de 3000. Elle a été construite entre 1609 et 1616 par le sultan Ahmed Ier. Ce sont les tuiles bleues qui ornent son dôme qui lui ont donné son nom en Occident. On tombe très vite sous le charme. La Mosquée Bleue fait face à Sainte-Sophie, comme pour la défier, mais elle est en réalité 2 fois plus petite. En parlant de Sainte-Sophie, vu le monde, on reporte le projet de la visiter au lendemain. Direction, le palais de Topkapi. Bon, je vous avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais sûrement pas à ce que ce soit aussi immense et aussi bien conservé. C'est quand même un lieu qui a servi de demeure pour les sultans ottomans pendant plus de 400 ans. Il a été créé par l'homme qui a fait tomber l'Empire romain d'Orient, Mehmed le Conquérant. Dans ce palais, vous trouverez un lieu d'exception, le harem des sultans, qui abritait leurs femmes, concubines, eunuques et enfants. C'est vraiment fou de se plonger dans la culture ottomane. Mais le palais abrite bien d'autres surprises. Il y a notamment un endroit où vous tomberez sur le bâton de Moïse, ou encore l'épée de David qu'il a utilisée contre Goliath. Bon, il est 14 h et on crève de faim. Au menu, un petit kebab qu'on appelle doner ici. On vient enfin d'arriver à se poser après cette matinée extrêmement intense. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans le palais. Alors c'était incroyable, mais c'était vraiment blindé. Et là, on goûte notre premier kebab. Le fameux kebab turc. On change de quartier pour découvrir le cœur ottoman d'Istanbul. À la base, on voulait voir le fameux grand bazar, mais il y a comme un petit souci. Tout est fermé. Peut-être parce qu'on est dimanche, je ne sais pas, hypothèse comme ça. C'est pas très grave, on le rajoute à la liste des choses à faire demain. On se rend donc à la mosquée de Soliman le Magnifique. Elle est juste incroyable. Déjà, le jardin extérieur donne envie d'y passer l'après-midi. La vue y est d'ailleurs superbe. Et puis la mosquée en elle-même, elle est splendide. Pas étonnant puisqu'elle a été conçue par l'iconique architecte Sinan, qui a construit plus de 300 monuments, des Balkans jusqu'en Iran au XVIe siècle. La balade continue entre ruelles pittoresques et anciennes demeures ottomanes. On arrive au quartier Balat, l'un des plus anciens et des plus beaux quartiers d'Istanbul. On fait une pause café turc puis on part en quête d'un endroit pour le coucher du soleil. Et pour ça on change de rive en prenant le métro qui passe sous le Bosphore. Mais comme deux abrutis, on va se tromper de sens. On se retrouve à l'exact opposé de l'endroit où on comptait aller. On finit par arriver in extremis sur la bonne rive, à Ortaköy. On peut admirer d'ici les plus belles vues du Bosphore. Repas bien mérité. Je suis crevée. C'était bien, mais entre les loupés du coucher de soleil, on s'est dit on va visiter l'entièreté de la ville en une seule journée. C'était ambitieux, est-ce qu'on y est arrivé? Pas totalement, mais on a vu tellement de trucs. Du coup, ouais, je pense qu'on va se coucher très tôt. Et demain, on doit se lever très tôt parce qu'on veut voir quoi? Sainte-Sophie, en évitant les 5 heures de queue. Je pense que c'est un énorme challenge. C'est ambitieux. Oui, et puis on essaye aussi de voir le grand bazar. Si tant est qu'il ne soit pas fermé. Bref, rendez-vous demain. Istanbul, 8 h du matin. Sainte-Sophie, nous voilà. L'ambiance est beaucoup plus calme que la veille, un plaisir. Sainte-Sophie, c'est le monument star d'Istanbul et on comprend aisément pourquoi. Elle a été construite par l'empereur Justinien en 532 sur le modèle du Panthéon de Rome. La basilique est tellement splendide qu'elle devient un lieu capital pour la chrétienté d'Orient et accentue la rivalité avec l'Empire romain d'Occident.
Elle devient ensuite une mosquée, un musée, puis à nouveau une mosquée. Son immense coupole, ses mosaïques dorées et son histoire ont traversé les siècles et les empires. Première mission de la matinée réussie. On se dirige donc vers le Grand Bazar. Avec ses 65 rues couvertes, il est tout simplement l'un des plus grands bazars du monde. Il est temps d'explorer une autre rue, celle où on loge depuis le début du séjour. On commence par Karaköy, le quartier bobo et coloré. Et là, on s'arrête pour manger l'un des meilleurs wraps de ma vie, le wrap au poisson. On finit la promenade au quartier Galata, connu pour ses boutiques et sa tour immense. Notre séjour à Istanbul s'achève ici. On s'apprête maintenant à rejoindre la Cappadoce et donc on commande un taxi pour aller à l'aéroport. Problème, on se rend compte une fois dans le taxi qu'il y a 2 aéroports et qu'on se dirige vers le mauvais. Le chauffeur ne veut pas changer sa route et ne parle pas un mot d'anglais. On rappelle donc notre hôtel pour qu'il fasse la traduction. La meilleure solution est finalement de changer de taxi. Et nous voilà repartis, direction la Cappadoce. On vient de récupérer la voiture. Il est 23h passées. On a 1 heure de route dans la nuit, dans un pays qu'on ne connaît pas trop, pas du tout même, pour essayer d'atteindre un petit village au cœur des Cappadoces. On est fatigué, mais c'est pas grave, ça va être cool. Et demain, grande aventure, on va découvrir cette région qui a l'air absolument incroyable. 1 heure plus tard, on arrive au village. On va se garer parce qu'on est dans le village, mais en fait on est perdu. Et vraiment c'est impossible de trouver l'hôtel. Franchement, les routes n'existent pas. Et ils ont décidé de pas mettre de panneaux. Alors on se demande si on n'a pas payé un hôtel qui n'existe pas. On erre dans le village à la recherche de l'hôtel. Il y a quelque chose ? Jusqu'à enfin tomber dessus au fond d'une impasse. Et la chambre est très sympathique. Premier jour au Cappadoce. On a fait les fous. Aujourd'hui, on s'est levé extrêmement tard. 8h30. Ça va être la grasse mat du séjour, puisque demain, on va se lever à 3-4 heures. Et le jour d'après, pareil. La région des Cappadoces, c'est une région ultra connue en Turquie. Pour 2 raisons, déjà parce qu'il y a des formations rocheuses qu'on appelle des colonnes de fées, qui est un peu partout. Il y a aussi évidemment les fameuses montgolfières, que tout le monde fait quand on a les moyens, parce que ça coûte extrêmement cher. Donc il nous tarde de découvrir tout ça. C'est parti. Notre exploration de la région commence par Zelv, un site unique en son genre car il s'agit d'une ville sculptée dans la roche. Ce site troglodyte a été habité pendant plus de 1000 ans par des communautés chrétiennes, puis musulmanes. Entre les falaises de tuffes volcaniques, on découvre des habitations, des moulins, des pigeonniers et des églises byzantines creusées à même la pierre. En fait, en parcourant la région, on se rend compte qu'il existe un nombre de sites troglodytes impressionnant. Pourquoi ? Eh bien parce que la Cappadoce est une région volcanique. Ces paysages sont faits de tuff, une roche tendre formée par les cendres volcaniques compactées. Ce tuff est facile à creuser, mais durci à l'air, ce qui en fait un matériau idéal pour créer des habitations troglodytes. Les habitants ont commencé à creuser dès l'Antiquité pour se protéger des températures extrêmes, les étés très chauds et les hivers glacials, et surtout pour échapper aux invasions. À table, on goûte des spécialités turques dans les hauteurs de Gorem. On va faire une randonnée dans ce qu'on appelle la vallée rouge et la vallée rose, qui est apparemment magnifique au coucher de soleil. Mais le coucher de soleil, il est environ à 19h20. Et du coup, on doit commencer la randonnée vers 16h, 16h30. Et donc, on a actuellement 2 heures à tuer dans la région avant de commencer la randonnée. Et là, on va suivre le guide qui nous a proposé d'aller voir ce qu'on appelle la vallée de Devran, où il y a apparemment des rochers qui ont des formes d'animaux. Voilà. C'est ça, le rocher qui ressemble à un dromadaire. Il y a des bus de touristes qui déposent les jours devant, ils prennent une photo et ils repartent. Nous, on décide d'aller marcher dans la vallée. Et franchement, ça vaut le coup, c'est super paisible. Bon, il est l'heure de débuter notre randonnée dans la vallée rouge. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes quant à la beauté du paysage. La nuit commence à tomber et il faut rentrer. Mais on a du mal à se presser tant tout ce qui nous entoure est magnifique.
On va même tomber au hasard complet sur une église creusée dans la roche. Ici, chaque rocher peut cacher des surprises. Allez, il s'agirait d'aller se coucher parce qu'une belle aventure nous attend le lendemain. Petit dîner très local pour parfaire cette journée. Demain, on va se lever à 3h du matin. Enfin, ils viendront chercher à 3h25. Donc on va se lever entre 2h50 et 3h du matin pour faire la fameuse montgolfière. Alors nous, on a choisi une autre vallée que celle qui est hyper connue. Une vallée un peu plus loin parce que c'était beaucoup moins cher. Mais je pense que ça va quand même être exceptionnel. La nuit va être extrêmement courte. Rien que d'y penser, je suis déjà fatiguée. Mais ça vaut le coup, non ? Après cette expérience exceptionnelle, on s'octroie un petit déjeuner bien mérité. Il n'a aucun sens ce petit déj. Il y a tout pour 2 repas ou 3 repas différents environ. On a décidé d'enchaîner la matinée juste après la montgolfière. On se dit que le mieux serait de faire une sieste plutôt dans l'après-midi et de profiter du matin et du manque de touristes pour voir un maximum de choses avant que tout le monde se réveille. Donc là, on est au château d'Ouchisar. Alors, je suis quasi sûre de ne pas bien le prononcer. C'est un espèce de grand château creusé dans la roche qu'on voit à des kilomètres à la ronde. C'est exceptionnel. Et on a, pour le coup, très peu de touristes pour une fois. Donc, on en profite. Et après, un petit repas et grande sieste. Alors, quand je dis qu'on le voit à des kilomètres à la ronde, c'est pas une blague. Le château domine la Cappadoce et on le voit d'à peu près partout. C'est assez fou. Il s'agit en fait d'une forteresse creusée de galeries et de pièces comme un labyrinthe dans la pierre. Pendant des siècles, les habitants s'y réfugiaient pour se protéger des envahisseurs. De là-haut, la vue est magique. Mais le saviez-vous ? On peut aussi visiter la Cappadoce à cheval. Don't you trust me? You trust me? You trust me? You must trust me. Trust me. En tout cas, les guides sont hyper investis niveau vidéo. Bon bah super, en plus ils nous ont fait des petites photos qu'ils ont essayé de nous vendre et qu'on a acheté évidemment parce que c'est vachement drôle quand même. Il est 5h du matin. Le gérant de l'hôtel nous a indiqué un petit chemin qui mène dans les hauteurs. Alors qu'on s'éloigne du village endormi, on arrive sur un plateau qui surplombe la vallée. Il n'y a plus qu'à attendre. Comme des champignons qui pousseraient en accéléré, des ballons apparaissent en contrebas. Les unes après les autres, dans une danse organique, les montgolfières s'élèvent dans le ciel. Le spectacle est si poétique. On est bouche bée. Oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground. On s'est encore levé super tôt, à 5h du matin, ça pique. Mais pour voir un spectacle exceptionnel. Franchement, j'avais déjà vu des images de montgolfières en Cappadoce, etc. Mais les voir de mes propres yeux le matin, comme ça, seul, sur un rocher, c'est incroyable. C'est presque un spectacle organique, comme si c'était plein de petits animaux, comme si des méduses qui s'envolaient dans le ciel. C'est hyper poétique, c'est hyper beau. Ceci dit, on est un peu fatigué et si on veut enchaîner, on a quand même une grosse journée qui nous attend. Je pense qu'on va aller faire une petite sieste avant le petit-déj et on va repartir motivé. En tout cas, c'est le meilleur moyen pour commencer la journée. Meilleur, aucun débat possible.
C'est bon, on a bien mangé, on s'est reposé et on est reparti sur la route, direction un monastère qui s'appelle Selim, un monastère de Selim, qui est dans la ville de Selim, hein, comme son nom l'indique. On sait pas trop à quoi s'attendre, mais ça a l'air super beau. On a quand même 1h15 de route. Je pense que les paysages vont être exceptionnels comme partout en Cappadoce. Donc c'est parti. Bienvenue au monastère de Selim. Creusé au IXe siècle dans une falaise vertigineuse, c'est le plus grand complexe religieux troglodyte de la région. Mêlant église, cuisine, salle de prière et même écurie, il abritait moines et voyageurs. On goûte la baklava. Donc dessert d'ici. T'en penses quoi? Non, ouais, c'est super bon. Dernière étape, la cité souterraine de Kaymakli. Et là, je peux vous dire qu'il ne faut pas être claustrophobe. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est une véritable ville sous la ville. Les habitants ont creusé pour pouvoir se cacher pendant les invasions. Elle fait 8 étages de profondeur et peut accueillir jusqu'à 3500 personnes. Notre guide nous raconte qu'il jouait à cache-cache quand il était petit. Il nous raconte plein d'autres anecdotes aussi, comme le fait que les habitants buvaient tous du vin parce que c'était moins risqué que l'eau, et que si les passages sont aussi étroits, c'est pour pouvoir tuer les ennemis un par un. C'est dans les profondeurs que se termine notre voyage en Cappadoce. On débarque à Bodrum sous le soleil. On vient d'arriver à Bodrum après avoir tourné dans la ville avec la voiture pendant une quarantaine de minutes. C'est vraiment très galère parce qu'il n'y a que des ruelles étroites. Ceci dit, c'est hyper charmant. Ça ressemble vraiment à la Grèce, maison blanche et bleue, etc. Petit souci, c'est qu'on est arrivé super tard et que du coup, tous les musées et tous les points d'intérêt sont fermés. Donc il y a énorme échec, on voulait visiter le château derrière, qui est un château extrêmement connu, qui raconte un peu l'histoire de la ville. Et ben, pas du tout là, il est complètement fermé, et ce malgré le fait qu'il est à peine 17h. Donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. On va faire ce qui se fait de mieux dans cette ville, c'est-à-dire manger et boire des verres. Parce que c'est une ville principalement de vacanciers, et surtout l'été, les gens viennent faire la fête ici. Alors là, on n'est pas du tout en été, mais la ville est quand même bien bondée, ça va changer un peu. Et hâte de voir ce que Bodrum nous réserve. Dans tous les cas, on repart directement demain, donc ça va être un passage express. On s'installe au bord de l'eau pour profiter d'une soirée bien sympathique. C'est parti, on va découvrir un peu la région de Bodrum. Là, on va aller jusqu'au bout de la péninsule pour voir un village de pêcheurs. Et ensuite, on va remonter jusqu'à Selçuk et Éphèse, qui est un site exceptionnel, mais qu'on verra demain matin à l'ouverture parce qu'on veut éviter le monde. Donc ça va être principalement une journée de route, de découverte des villages côtiers et des villages un peu plus perdus dans les montagnes. Il fait très chaud, très beau, c'est trop bien. Notre premier arrêt, le théâtre antique de Bodrum dans les hauteurs de la ville. La vue sur l'eau et le château est superbe. On rejoint ensuite le bout de la péninsule pour atteindre le village de pêcheurs Gömöşlük, un véritable havre de paix méconnu des touristes. Donc là, on est dans un restaurant où il n'y a pas grand monde. Et le mec nous met trop bien, il est adorable. Parce que du coup, il n'y a pas d'autres touristes. Et on lui a dit qu'on était français, du coup, il nous a mis une villa en fond, sur cette enceinte. Après ce repas plus que copieux, on reprend la voiture direction Şirince. On roule 3 heures pour atteindre ce petit village perché dans les collines près d'Éphèse. Avec ses ruelles en pierre et ses nombreuses boutiques, l'endroit est mi-charmant, mi-ultra touristique. On part donc faire un petit tour dans les collines pour plus de calme. Le lendemain, on se lève aux aurores pour être à l'ouverture d'Éphèse. Éphèse, c'est l'une des plus grandes cités antiques du monde. Fondée il y a plus de 2000 ans, la ville était sous la protection d'Artémis, déesse de la chasse et de la fertilité. Elle fut un centre majeur de la Grèce, de Rome, puis du christianisme. En ce matin ensoleillé,
on marche sur 2 millénaires d'histoire. Les rues pavées de marbre et les ruines nous donnent un aperçu magique de ce à quoi elle ressemblait à son apogée. Deux conseils pour visiter Éphèse. Ne négligez pas le musée immersif, il est vraiment super. Et arrivez très tôt, parce que quand on est parti à 10h30, c'était pas du tout la même expérience. Matinée culturelle, puisqu'on revient du site d'Éphèse, et là on est sur le temple d'Artémis. Alors c'est faux. À ce moment, je croyais qu'on était au temple d'Artémis, mais pas du tout, on était dans une autre ville antique. C'était une visite assez exceptionnelle, je crois que j'avais rarement vu une ville autant bien conservée. Alors évidemment c'est des ruines, hein, mais on arrive super bien à s'imaginer ce que ça pouvait être de vivre dans ce type de ville romaine et grecque auparavant. Et aussi il y a un super musée en espèce de réalité virtuelle un peu étrange qui permet de se projeter sur ce que c'était. Bref, on va aller manger et ensuite on va partir à Dacia, qui est une péninsule de l'autre côté, donc on repart en sens inverse, qui est une péninsule très tranquille et très jolie, peu connue et peu visitée, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais alors les locaux ici nous disent que c'est super beau. Donc il me tarde de découvrir ça. Voilà ce que j'ai cru être le temple d'Artémis, mais qui est en fait les restes de la ville antique de Magnésia. Bon, pourquoi je vous parle autant du temple d'Artémis depuis tout à l'heure? Eh bien parce que c'était une des merveilles du monde antique, considérée même comme la plus splendide. Et aujourd'hui il reste ça, une colonne. Parce qu'un mec qui a voulu rentrer dans la postérité a décidé de le brûler. Bon, on s'était en effet trompé de temple, carrément trompé de ville même. Donc là on est vraiment devant le vrai temple d'Artémis, donc celui qui a été parmi les merveilles du monde antique. Et il faut avoir beaucoup d'imagination, puisqu'il ne reste qu'une colonne sur tout le site. Maintenant c'est parti, on a vu, on peut y aller, rendez-vous à Dacia. Déjà la route pour aller à Dacia est folle. On s'attendait pas du tout à ça. Et puis plus on s'approche, plus c'est exceptionnel. Jusqu'à arriver sur la péninsule. Dacia est une ville au bord de l'eau très prisée des Turcs. Mais il y a aussi la vieille ville de Dacia dans les terres qui est beaucoup plus charmante. C'est ce qu'on visite le matin. À Dacia, il y a aussi des plages. On en profite pour faire une petite pause baignade avant de filer tout droit au bout de la péninsule. JB sauve une petite tortue sur la route. Et on arrive à la fin des terres sur le site archéologique de Knidos. Un véritable havre de paix exempt de tout touriste où la nature a totalement repris ses droits. On se balade dans les ruines de cette ancienne puissance grecque coincée entre deux mers. Mais le lieu est aussi réputé pour son fameux phare et la vue exceptionnelle qu'il offre au coucher du soleil. On s'élance dans une petite rando d'1 heure aller-retour pour nous y rendre. Une fois en haut, on n'est pas déçu. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le soleil plonge dans la mer. Nouvelle journée, une journée où on va beaucoup conduire parce qu'on va rejoindre une autre ville qui s'appelle Kos, qui est aussi au bord de la mer. Sur la route, on voudrait s'arrêter à 2 endroits. Donc le premier endroit, c'est Dalian, c'est une ville qui est super jolie, qui est au bord de mer aussi, qui est pile poil entre ici et Kos, et qui a la particularité d'avoir des tombes lyciennes gravées, enfin creusées dans la roche. Apparemment, c'est super beau. Et puis la deuxième, ça sera une plage très très connue où les gens font du parapente ici. Donc à voir là aussi si on aura le temps. En tout cas, je pense que la route va être très très jolie. Après 2h30 de route fort sympathique, on arrive à Dalian. Ce qui frappe directement, c'est ce fleuve qui borde la ville et la vue sur les fameuses tombes lyciennes creusées dans la roche. Pour les voir de plus près et accéder à l'autre rive, il faut trouver une barque. Elles ont environ 2000 ans et sont l'œuvre d'un des peuples les plus mystérieux d'Anatolie, les Lyciens. Leur cité et leur langue se sont perdues dans le temps. Il ne reste que ces incroyables sépultures comme témoignage de leur civilisation. Sur cette même rive, un autre site vaut le détour, Kaunos. Il faut marcher 1 heure pour le rejoindre.
Isolée de tout, cette ancienne cité portuaire grecque date du Xe siècle avant Jésus-Christ. Une épidémie de malaria et l'assèchement du fleuve a eu raison de la ville. Depuis, la cité est tombée dans l'oubli et la nature a repris ses droits. Et les animaux redonnent une seconde vie à ce lieu. On reprend la route et on arrive à la plage de l'Udénis pour le coucher du soleil. Il attend pour observer le ballet des parapentistes. On vient d'arriver à Casse après une route honnêtement crevante parce qu'on est rentré dans la nuit totale. Toutes les routes étaient en travaux, du coup ça demande une concentration de tous les instants, donc un niveau de stress. Très heureuse et très heureux également pour Jean-Baptiste d'être arrivé en vie. Et pour fêter ça, on s'est posé dans le meilleur resto de la ville, selon eux-mêmes, mais également selon TripAdvisor. On va profiter de la soirée, se poser et se relaxer après cette route intense. Pas de chance avec le temps, il pleut. On va quand même visiter la ville. On est monté sur les hauteurs de Casse. On fait que tomber sur les anciennes tombes. C'est mi-glauque, mi-stylé. Et le temps est toujours au beau fixe. Pause-déj dans un resto traditionnel, puis on va voir une plage connue dans la région, sous la pluie. Nouvelle journée de pluie, en tout cas de mauvais temps. Il pleut beaucoup moins que ce qu'on pensait. En revanche, on a dû malheureusement annuler le tour en bateau qu'on était censé faire pour aller voir l'île de Kekova et les ruines qu'il y a vers Kekova ici en face de Cache. Parce que j'ai appris que Cache se disait Cache. Un peu triste, on va quand même essayer de voir les ruines de Myra, donc pour le coup qui sont à l'intérieur des terres. Et puis surtout cet après-midi, on a changé nos plans pour aller découvrir les bains turcs et les hammams, véritable institution ici. Pour le coup, c'est un temps parfait pour les hammams. Donc je pense que ça va être trop bien et c'était pas du tout prévu. On fait donc 1 heure de route pour aller voir les ruines de Myra. Enfin voir, on les a vues de loin disons. Parce que chaque site archéologique coûte très cher et on a déjà explosé le budget. La matinée est un peu chaotique. En fait à chaque endroit qu'on va, il faut payer des tickets pour rentrer dans l'endroit. Bon bah ça c'est plutôt logique. Sauf que les prix sont hallucinants. Genre là pour aller voir une église à Demereux, qui est l'église Saint-Nicolas, l'église apparemment du Père Noël, enfin j'en sais rien, c'est une église qui est très jolie, mais bon, voilà. 17 € l'entrée. Avec 17 €, on se fait un beau repas quoi, pour deux. Donc je pense qu'on va plutôt utiliser l'argent pour manger, ce qui me paraît être voilà, quelque chose de plus utile. Retour à Cache pour l'activité de l'après-midi. Nous voilà donc dans le spa. Ça va être trop bien. On va avoir 2 heures avec des massages, des gommages, accès au hammam, accès au bain turc. Bon alors je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce qui va suivre. Bon bah comme vous pouvez le voir, on vient de sortir de cette formidable expérience. Autant le hammam et le sauna, bon je savais ce que c'était, autant les bains turcs, ça nous a pris par surprise. Il faut vraiment imaginer un espèce de salle, en plus on n'était pas seul, hein, il y avait d'autres personnes. On s'allonge sur du marbre et il te balance des seaux d'eau comme ça dessus. Et après, il y a quelqu'un qui te lave entièrement. Et toi, t'es allongé comme ça. C'est hallucinant. Vraiment, c'est vraiment une des expériences les plus étranges que j'ai vécues de ma vie. Mais ceci dit, content de l'avoir vécu parce que bah, c'est très propre à la Turquie, donc c'est hyper original. Et après, il y a eu un petit massage fort sympathique qui nous a bien détendus. Il fait enfin beau et il est temps de rejoindre notre prochaine et dernière destination, Antalya. Mais avant, on a une revanche à prendre sur ces derniers jours. On veut absolument aller voir l'île de Kekova. On trouve alors un bateau pour nous y emmener. Kekova est un lieu très atypique, car la ville qui logeait sur ces collines a été détruite par un tremblement de terre qui a fait sombrer bon nombre de ses vestiges. On fait ensuite un arrêt au village de Kalekoy, parsemé de tombes lyciennes. Il est temps de reprendre le large. Puis on récupère la voiture pour emprunter une des routes les plus iconiques de Turquie. On arrive à Antalya au coucher du soleil. Mais la journée nous réserve une dernière surprise, des bouchons interminables.
Au début, on comprend pas très bien ce qui se passe. Les gens non plus parce qu'ils commencent à sortir de leur voiture. En fait, une route a été fermée à cause d'un match de foot. Et en essayant de nous échapper, on arrive au stade de foot. Super idée ça, on est encore plus coincé. Mais JB va sortir faire la circulation et on arrivera à se sortir de la situation. Le tout aura duré 2 heures. On a la matinée pour explorer l'immense Antalya avant de rentrer à Istanbul. La vieille ville est super mignonne. On termine par les fameuses cascades qui s'échappent au pied des immeubles. Dernières heures à Istanbul avant de reprendre l'avion pour rentrer en France. On s'est levé beaucoup trop tôt pour prendre des petits plans de drone que vous avez normalement vus en début de vidéo. Bilan de ce voyage, un voyage extrêmement riche d'un point de vue culturel, d'un point de vue paysage. C'était vraiment hyper intéressant de découvrir toute l'histoire de la Turquie qui est immense. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je pense que je m'attendais pas à autant de richesse culturelle. En plus de ça, les gens sont adorables, ils sont hyper arrangeants, tout est négociable, c'est assez marrant. Si c'était à refaire, peut-être que je prendrais le pass musée dès le début, si vous voyagez pour 2 semaines ou 3 semaines. Je pense que c'est une bonne idée parce que en fait, les musées et tous les sites archéologiques au global coûtent super cher, beaucoup plus cher que ce à quoi je m'attendais. Mais sinon, au global, j'ai vraiment tout apprécié. T'as tout apprécié toi? Ouais. La Cappadoce c'est magique. La côte turque était vraiment super, des super plages. J'ai adoré Datça aussi, qui est beaucoup moins connue que les autres villes genre Kaş et Bodrum et Antalya. Voilà, il me tarde de découvrir d'autres parties de la Turquie. Et je vous laisse. On va profiter de cette dernière matinée. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Mon premier jour en Cappadoce, un peu d'entraînement, attends. Un peu d'entrain parce que l'on se fait chier. C'est un vlog pour vous dire que... Allez, pour les 2 cas, au secours. Vas-y, fais-moi une figure. Waouh. C'est Robin. Destiné aux reclus Exilés. Les exilés. des exilés de l'Empire ottoman. De l'Empire ottoman. Yes. Et on sort quand même tout. Et je sais pas quoi dire. Je sais pas si je vais garder ça. Cette séquence. Non mais je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Je vais ajouter quelque chose. I love you. I'm walking in the moonlight.